Bonjour Alizé, bonjour Yann. Bonjour. Bonjour. Alors je suis hyper contente de vous recevoir sur Où est le beau. Ce qui est cool, c'est qu'on va un peu avoir l'impression de passer un moment à la campagne avec vous. Vous allez nous raconter, mais vous êtes designer nomade. Et où est-ce qu'on est en direct alors là, à peu près? Vous êtes où en ce moment? Là, on est en Ariège, au-dessus de Montaigu en Couserans. On est exactement au col de Bélan. Pas très loin de la frontière espagnole. Ouais. Ok. Alors moi je vous ai découvert parce qu'en fait dans l'épisode 90 qu'on a fait avec Bold Design, vous avez passé le relais. Alors eux aussi sont très proches de l'univers des Fab Labs avec des process d'impression 3D, etc. C'était une conversation qui était géniale. D'ailleurs je vous remettrai les liens dans les notes de cet épisode. Et alors vous, donc vous avez tous les deux une formation de designer et aujourd'hui vous avez décidé de vivre une aventure incroyable. Vous allez tout nous expliquer. Mais pour moi, vous ouvrez en fait de nouvelles voies. Vous élargissez un petit peu notre horizon, notre champ des possibles avec des nouveaux récits pour un monde qui est plus résilient. Et aujourd'hui avec Où est le beau, j'ai vraiment envie de mettre la lumière sur ces initiatives un petit peu alternatives parce que je crois que c'est vraiment hyper important de voir qu'une autre façon de faire est possible en fait. Et vous êtes dans le partage de connaissances, de savoir-faire. Je crois que tout ce qu'on vit en ce moment, c'est un peu cette crise de sens. Elle nous permet aussi de changer notre regard sur plein de trucs et qu'ensuite il naît une nouvelle façon de faire. On a envie d'explorer, d'expérimenter et ça apporte, je trouve, et je pense que vous en êtes de parfaits exemples et vous allez témoigner à mon avis de tout ça, mais ça apporte beaucoup de bonheur et j'ai l'impression, moi, quand je discute avec là pas mal de personnes, etc., qui s'autorisent à faire autrement, c'est ce qui me renvoie et c'est ce qu'ils me disent. Donc, moi, je trouve que c'est très positif. Ce que j'ai compris aussi un peu de votre démarche, c'est que dans vos expériences passées, vous avez fait ce constat qu'aujourd'hui, l'accès à l'artisanat, donc des objets qui sont réalisés à la main en France, potentiellement du coup, c'était un peu passé de quelque chose qui était la norme à une époque, avant la révolution industrielle, à aujourd'hui l'artisanat qui est devenu un peu comme un luxe et qui malheureusement est de plus en plus éloigné du grand public. Oui, complètement. En fait, l'objet, c'est un peu au centre de nos préoccupations. Moi, je viens du design industriel, donc j'ai été formé à fabriquer des objets, on va dire jetables, fabriqués par des machines. Et en sortant des études, j'avais vraiment l'envie que ce regard sur l'objet change. Tu l'as très bien énoncé. Aujourd'hui, des objets faits main, c'est un luxe pour une élite financière. En fait, c'est même plus, c'est pas abordable pour le commun des mortels, on va dire. Ça passe par un prisme financier qui est pas pour nous viable. Et on a décidé de partir en camion à la rencontre justement des gens qui fabriquent, que ce soit des objets, des systèmes, des manières de penser et des volontés de changer le monde, quoi. Ce camion, etc., on va en venir, mais aussi, du coup, comment aujourd'hui vous vivez? Vous viviez à Paris et là, vous vivez dans un camion que vous avez complètement aménagé de A à Z? On s'est rendu compte qu'en vivant à Paris et parler de ces sujets, on était un peu en contradiction. Et on a donc eu envie de tester nous-mêmes ces systèmes dont on parle pour pouvoir les proposer en connaissance de cause. Donc on est parti de Paris il y a maintenant 3 ans et demi. On a commencé par aménager le camion dans lequel on vit, qui est un ancien camion de pompiers autrichien de 1986. Comment vous avez trouvé ce camion? En fait, comme toute notre démarche est basée sur justement ces systèmes autonomes, ces façons de réparer, de fabriquer, ça c'est les vieux Mercedes type 508, 609, 310, tous ces vieux camions, ils ont été conçus pour jamais s'arrêter de rouler. Les pièces, elles sont surdimensionnées et le moteur, il résistera même quand la carlingue, elle tombera en miettes à cause de la rouille. Donc nous, on n'avait pas de connaissances mécaniques en termes de mécanique auto. On voulait quelque chose qui soit robuste, fiable et qui passe à peu près partout. Ça a été tellement produit qu'il y a des pièces détachées dispo partout dans le monde et et la mécanique est simple, donc n'importe quel garagiste en fait est capable de mettre réparer, le nez dedans. Ouais, d'accord. Ça fait maintenant 3 ans et demi, 3 ans qu'on habite le camion et on commence à connaître son fonctionnement. On est capable de réparer, on est capable de dépanner, on peut l'entretenir et ça c'était vraiment important pour nous, quoi. Donc en fait là vous l'avez équipé comme un appartement, quoi. Ça fait combien de mètres carrés? Ça fait même pas 8 mètres carrés. C'est pas très grand, mais c'est très confortable.
Mais c'est comment de vivre, cette vie nomade, quoi? Nous, on avait envie d'expérimenter des systèmes et d'expérimenter la vie dans un petit espace avec moins de choses, de pouvoir à chaque fois être devant des paysages époustouflants, d'être dans des super lieux. Ça, il y a que en fait une vraie mobilité type camion qui peut t'offrir ce genre de choses. On voulait pouvoir prendre conscience de notre consommation en eau, en électricité, pouvoir se rendre compte nous-mêmes de ces consommations pour pouvoir les réguler et être autonome à l'échelle du camion. Vous allez nous envoyer des photos, on en mettra sur Instagram parce que c'est, ouais. y a pas d'impasse sur le beau, quoi. En fait, dans votre choix de vie, oui, c'est minimaliste, etc. Mais tous les objets sont du coup en fait choisis. C'est un truc que vous vous êtes fait plaisir. Vous vous êtes dit je peux pas en prendre beaucoup. En revanche, vous accompagne en fait dans cette nouvelle vie des choses que vous trouvez belles et qui vous font, qui vous touchent en fait et on en change. Qui évoquent des souvenirs. En fonction des voyages, on change et on en remet d'autres qui étaient peut-être pas présents avant, mais on fait des roulements, on va dire. Ouais, et puis t'as la disposition été, la disposition hiver. On est toujours content quand il y a un changement de saison parce que tu vois, quand tu passes tout l'été avec sans le poêle à bois, t'as plus d'espace pour stocker parce que quand il y a le poêle à bois, on a un plus petit plan de travail. Enfin bon, tu vois, il y a plein de choses comme ça. On stocke beaucoup de bois l'hiver, mais donc l'été, on a beaucoup plus de place pour mettre des tapis de yoga, un canoë gonflable, tu vois, tout plein de choses. Et à chaque changement de saison, tu te dis en plus d'avoir la chance d'être dehors dans la nature pour voir la saison changer, toi tu changes complètement ton intérieur et du coup c'est vraiment évolutif et nous on adore ça. À quel moment vous rencontrez en fait aussi ce monde du Fab Lab, parce que je crois que c'est finalement aussi quelque chose qui vous a marqué et qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui? Alors moi en fait le monde du Fab Lab, là où on l'a rencontré, donc déjà c'est un peu tu peux nous dire ce que c'est aussi un peu, tu vas rapidement mais un pour Fab Lab, pour que tout le monde comprenne. Ouais. Un Fab Lab, c'est un atelier partagé où les connaissances et les machines vont être mis en commun. C'est essentiellement axé de base sur l'outillage numérique. L'idée en fait, c'était de se dire que par la conception assistée par ordinateur, je peux prototyper quelque chose à Paris qui est dans l'heure réplicable à Tokyo. Parce que on utilise les mêmes codes, on utilise les mêmes logiciels, et ça nous permet en fait d'être dans une on va dire interconnexion de fabricants. Le Fab Lab, c'est une notion qui est assez récente parce que ça apparaît dans les années 2000. Et ça a explosé, ça s'est démocratisé et ça s'est ouvert au grand public pour que monsieur et madame tout le monde puissent venir utiliser des machines pour fabriquer de la menuiserie pour chez eux, qu'ils puissent venir réparer des objets, se former sur des machines numériques. Donc c'est vraiment un lieu d'échange et d'apprentissage perpétuel. Ouais, et donc en fait du coup là ça veut dire que c'est accessible, faut pas avoir fait des études d'ingénieur ou des trucs comme ça, quoi. Parce que ça repose aussi tout ce système sur la transmission d'informations en open source. On trouve toutes les infos de façon simple, claire, tout expliqué, etc. C'est aussi ça la philosophie des Fab Labs et de tout ce qui est low-tech. Oui, bien sûr, il y a un gros mouvement en France, par exemple, il y a des ingénieurs qui s'appellent le Low Tech Lab, qui ont beaucoup initié et démocratisé ce mouvement, qui sourcent des technologies low-tech à travers le monde. Et ils ont une grosse plateforme sur Wiki qui recense et répertorie ces systèmes low-tech que l'on peut télécharger. Il y a des notices, des images, et on peut avoir accès pour nous-mêmes les recréer. C'est des choses dont on a nous aussi décidé on va dire que c'est un courant dans lequel on s'est inscrit. Et de la même manière, sur le site de Chemin de Fer, toutes ces technologies qu'on teste et qu'on réalise, on en fait des notices qui sont téléchargeables par tous, pour que chacun puisse s'approprier et construire lui-même les technologies qu'on teste. Et alors je crois que on va détailler juste après là tout ce que vous avez fait avec les chemins du fer, donc l'association que vous avez créée, mais avant, est-ce que vous pouvez nous parler, parce que je crois que dans le camion donc dans lequel vous vivez, est-ce que vous avez aussi implanté, parce que vous aviez travaillé sur une cuisine autonome à l'occasion d'un autre projet un petit peu, je crois que vous aviez fait avant. Vous pouvez nous en dire deux mots ou... En fait, ça a été un peu l'élément déclencheur qui a après dicté toute notre ligne de travail en tant que jeune diplômé et professionnel, tu as du design.
c'est l'aventure POC 21. Donc c'était pendant la COP 21, on avait été sélectionné parmi 12 autres projets pour développer des solutions open source qui favoriseraient un changement dans nos modes de consommation et production énergétique. Et donc nous, une équipe de 4, on a travaillé sur une cuisine autonome sans énergie. Donc il y avait 3 modules qui sont réplicables, donc c'est pareil, les notices sont téléchargeables sur la page du projet sur Facebook ou sur notre site internet sous le nom de Biceps Cultivatus. L'idée en fait c'était de reprendre un peu possession du seul endroit dans la maison où on fait encore des choses, c'est la cuisine. Et même quelqu'un qui plante pas de clous, qui tourne pas de vis, tu vois, qui fabrique pas de meubles, qui est pas électricien, et il continue de faire quelque chose dans sa cuisine. Et du coup, ça nous intéressait cette approche du faire et de transférer un peu l'atelier dans cette partie de la maison. Il y avait 3 modules. Il y a un module qui te permet en hydroponie de cultiver des plantes d'intérieur, enfin des plantes type de la menthe, de la ciboulette, etc. Des herbes aromatiques, tout ça. Ok. Pas forcément de la culture potagère, on n'est pas du tout dans un discours d'autonomie alimentaire parce que ce serait impossible à tenir sur des si petites échelles, mais repenser un petit peu la façon dont on s'alimente et ne serait-ce que faire pousser la menthe pour le mojito l'été, c'est déjà une bonne manière de changer le monde, tu vois. Mais alors du coup, attends, mais ce truc de culture, c'est un compost. En fait, c'est tu compostes tes déchets alimentaires et le jus qui ressort de ce compost permet d'alimenter la culture, enfin les petits bacs, c'est ça, de culture. En fait, c'est un système de culture en hors-sol, donc en hydroponie, sauf qu'en hydroponie, pour que les plantes elles vivent, on met des adjuvants chimiques. Et nous, on a choisi de travailler sur une technologie lors de POC 21, qui était une technologie de lombricompostage, qui est adaptée du coup à des petits espaces et notamment à des appartements. Et en fait, c'est des petits vers de terre qui viennent digérer les déchets organiques et qui font un terreau super fertile et qui produisent du coup un jus de compost. Ce jus, on le dilue à hauteur de 1% et on l'injecte dans le système hydroponique à la place des adjuvants chimiques. Okay. Donc ça permettait de à la fois valoriser ces déchets organiques et faire pousser des herbes aromatiques chez soi. Le deuxième module, c'était plus penser à la conservation et à la préservation des fruits et légumes dans l'habitat. Nous, on n'a rien inventé en fait. On a mis en place des systèmes vernaculaires, des choses qui existent depuis très longtemps, type un frigo du désert qui reproduit l'environnement d'une cave, un garde-manger pour éviter que les insectes puissent venir se poser sur les légumes et les fruits fragiles, et un bac à sable qui permet en fait de conserver tous les légumes racines, type carottes, poireaux, betteraves, navets. En fait, tous ces légumes-là, on peut les conserver très longtemps dans le sable, alors qu'une carotte qui passe plus d'une semaine et demie dans le bac frais du réfrigérateur, tu vois, elle est piquetée noire. Enfin bon, c'est là pour le coup, c'est plus très beau, tu vois. Alors que dans un bac à sable, on garde une belle carotte. Donc ça, c'était le système conservation, montrer que avec des technologies bien plus douce, on pouvait se passer du bac frais du frigo, tu as du bac légumes, parce qu'évidemment, du coup, on pourrait réduire la taille du frigo en fait. Consommation d'énergie, ouais. Tu vois, parce que un frigo tout petit, type mini-bar, comme celui qu'on a nous dans le camion, tu vois, on a un très petit frigo et à côté on a des garde-manger, on a des paniers à fruits qui nous permettent de conserver à l'abri de la lumière et dans un environnement frais et sec les fruits et les légumes. En fait, en faisant des petites choses comme ça, c'est des choses simples. Ouais, c'est ça. Mais il faut aussi savoir, tu vois, comment on conserve les choses. Enfin voilà, c'est aussi. Et du coup, c'est tout l'enjeu de ce genre de démarches qui sont documentées. Bah ouais. Et du coup, la question de l'énergie directe, donc une énergie qu'on utilise sans passer par une transformation électrique ou quelque chose comme ça. On avait mis au point pendant la POC un robot ménager à pédales. Juste une invitation pour monter les blancs en neige, couper les carottes, tu vois, remplacer le Magimix iconique dans la cuisine, en montrant qu'en fait, peut-être qu'à pédale, c'est pas un effort qui est fou furieux. Attends, mais à pédale, c'est pas un truc à vélo machin, c'est une impulsion plutôt du pied, non? Oui, ouais, c'est une pédale unilatérale sur plan de travail. Ça permet, on n'est pas du tout dans Poulidor et le maillot jaune, tu vois. C'est l'idée, c'est vraiment d'appuyer sur la pédale et d'avoir un volant d'inertie qui vient en fait t'aider à faire les tâches que tu vas faire
tous les jours avec un petit robot de cuisine. Encore une fois, ça c'est des éléments de recherche et de médiation pour nous. On n'est pas en train de dire à un chef cuistot qu'il faut qu'il installe dans sa cuisine un robot mixeur à pédale, tu vois. Ou non, mais en fait, c'est vous prouver que c'est possible, quoi. C'est un champ des possibles aussi, parce que tu vois, il y a beaucoup de choses quand on parle de ces sujets. On dit bah oui, c'est super, faut changer tout ça, mais en fait, on se dit mais comment, quoi, qu'est-ce qu'on fait, et on a besoin aussi d'exemples. Et enfin là voilà, quand vous parlez de ces exemples-là, même si au moins on peut se projeter, en fait, notre imaginaire peut s'arrêter sur un truc, et puis c'est important, je trouve. Ouais, bien sûr. Et tu vois, là par exemple avec Alizée, elle peut t'en parler. On a poursuivi en fait cette démarche autour des machines musculaires, non pas parce qu'on pense que c'est efficient, mais parce qu'on pense que c'est efficace en termes de changement de mentalité. Ouais. On a par exemple dans le camion et la remorque, on a ce sujet d'accès à l'électricité qui peut être assez limité en fonction de la saison où on est, parce que nous on est équipé de panneaux solaires. Donc on a 2 panneaux solaires sur le camion qui permettent d'avoir accès à l'énergie. Et on se rend compte qu'en fonction des saisons, entre l'été ou l'hiver, on va avoir plus ou moins d'énergie à disposition. Et une de nos grosses problématiques, c'était l'atelier. On se rend compte que utiliser des machines pour travailler... Parce que je te coupe, mais l'idée c'est que du coup dans le camion, vous avez construit après une remorque qui est en fait votre atelier, c'est ça? Parce que ça c'est quand vous avez créé donc votre association Les Chemins du Fer et que vous avez décidé de partir en itinérance pour valoriser des savoir-faire, les protéger, les faire évoluer, recenser un peu tout ce qui existe, les outils, etc. Oui, c'est ça. On a commencé par aménager le camion en se disant qu'on avait acheté la remorque en même temps, dans l'idée d'en faire un atelier. Mais on a commencé par voyager pendant 1 an et demi pour se rendre compte si déjà on était capable de vivre dans un aussi petit espace. Est-ce que ça nous plaisait avant de lancer une aventure professionnelle. Donc on a d'abord parcouru une partie de la Scandinavie pendant 4-5 mois. Et après, on allait en Espagne et au Portugal, où on a rencontré justement des nombreux savoir-faire qui nous ont toujours plus inspirés les uns que les autres, généralement en portant une attention particulière à l'outil. On a aussi rencontré en Espagne pas mal de communautés autonomes, car ce sont souvent des communautés qui avaient déjà expérimenté des low-tech, mais à souvent une plus grande échelle, à l'échelle d'un groupe ou d'une communauté. Et nous, on testait à l'échelle du camion. Donc ça nous intéressait de voir comment cela fonctionnait avec un groupe d'individus. Et après avoir fait ces expéditions, c'était pendant plus d'1 an, on est revenu en France en nous disant que là, c'était le moment pour lancer l'aventure professionnelle. Donc on a monté, il y a 1 an et demi, l'association Chemin de Fer. Et on a également fait le chantier de la remorque qu'on a transformé en atelier itinérant. Je suis désolée, hein, du coup j'ai fait cette petite aparté, mais donc panneau solaire sur le toit du camion, et en fait vous vous êtes dit que vous vouliez expérimenter des outils qui soient plus autonomes, en tout cas qui consomment moins d'énergie d'une prise électrique, quoi. Oui, en effet, on s'est rendu compte que le pôle atelier était souvent consommateur en énergie et que des machines électriques ne pouvaient pas forcément se brancher avec des panneaux solaires. Donc on a mis au point une machine d'atelier à pédales sur la base d'une ancienne machine à coudre Singer. Donc le but c'est pas d'avoir une efficience en effet telle qu'une machine d'atelier comme on l'entend, mais ça peut être pour travailler du petit outil, mais c'est aussi un très bon objet de médiation. Quand les enfants en particulier voient cette machine, voient les pièces de vélo, ils arrivent à reconnaître certaines pièces, et en fait ça permet de dématérialiser l'intérieur des machines, on va dire, qu'on utilise tous les jours, mais on sait pas exactement comment ça fonctionne. Alors qu'en voyant cette machine Singer retravaillée, avec une pédale, on arrive à faire tourner différents outils qu'on interchange sur la lunette à la place de la machine à coudre. On a ces outils qu'on peut interchanger. Ouais, okay, et c'est pour parler de l'énergie mécanique, tu vois, prendre l'icône de la machine à pédale qui est quand même qui a changé la vie de millions de femmes. Et du coup, tout le monde a un peu cette idée de machine à pédale, machine Singer. Et du coup, quand moi j'étais attaché plus à ce que ça marche, tu vois, donc les transmissions par chaîne, les rapports, comment on va pouvoir faire fonctionner une petite scie circulaire, comment on va pouvoir faire fonctionner le lapidaire, la ponceuse, etc. Alizée, elle avait envie
que ce soit un peu festif, que ça fasse comme un élément, tu vois, les cirques quand ils arrivent, ou les itinérants, les colporteurs qui arrivent sur une place de village, et là, pop, pop, palalala, tu sors ta machine et ça devient un petit spectacle. Et du coup, on a tout un jeu de rouage et de roulement qui permettent de, comme disait Alizé, déconstruire vraiment la boîte noire de l'objet machine, tu vois. En fait, il se passe exactement la même chose que dans une machine, des accélérations, des transmissions, tu vois. Et sauf que là, c'est avec des éléments que tout le monde peut intégrer, tout le monde connaît. T'as pas l'impression d'être le dernier idiot devant une boîte. Ça vise monsieur et madame tout le monde, quoi. On n'a pas besoin d'avoir fait la meilleure école d'ingé possible pour fabriquer un petit système à pédales. Après, un autre aspect de notre pratique, c'est qu'en tant que designer, l'un comme l'autre, quand on parle des low technologies, qui sont souvent des technologies qui sont relayées au pays du tiers-monde, on se dit souvent que c'est pas des technologies qui sont pour nous et on n'aura pas envie d'avoir quelque chose fait de bidouille, de matériaux récupérés qui donne un effet un peu trop, pas déchetterie, mais un effet un peu briquet de broc chez soi, alors que nous, on va essayer de rendre ces technologies attractives à l'œil et qu'on puisse, nous aussi, qu'on puisse avoir envie d'utiliser ces technologies, de les avoir chez nous et de se les approprier en se disant que c'est pas seulement pour des pays qui en ont besoin. Ouais. Nous aussi, on en a besoin et si de plus en plus de monde se les approprie, on serait beaucoup plus conscient sur nos énergies en général. Oui, voilà, en fait, c'est le rendre désirable pour que l'adoption soit un peu plus facile par des personnes qui aujourd'hui ont envie de potentiellement faire les choses autrement, mais n'ont pas envie de sacrifier ce côté un peu esthétique, quoi, le beau dans lequel aujourd'hui on a quand même été un petit peu bercé, ou en tout cas dans lequel la société dans laquelle on est nous pousse à être ou nous donne envie d'être, quoi. Ouais, nous on utilise beaucoup de matériaux recyclés et il y a une grosse phase en fait quand tu fais du réemploi, et ça c'est pour justement légitimer et montrer à tout le monde que ça peut être beau, ça peut être des matériaux de qualité, même avec des matériaux réemployés. Il y a une grosse phase d'atelier où il va falloir remettre en état, où il va falloir poncer, réapprêter, retailler, tu vois, pour justement que les pièces de bois elles reparaissent neuves. Donc nous, c'est vrai que on attache beaucoup d'importance à cette notion de réemploi. Et alors, vous, donc il y a tout cet aspect transmission, etc. Mais il y a aussi, et ce que vous commenciez à nous raconter quand vous nous expliquiez que vous étiez allé dans certains pays à la rencontre d'artisans. Mais donc aujourd'hui, en fait, l'itinérance et l'itinéraire se fait surtout en France. Donc j'imagine aussi que vous avez rencontré pas mal d'artisans français. Qu'est-ce que vous avez appris aussi, en fait, depuis le début de cette aventure, sur les artisans de bons et de pas bons. Enfin, c'est-à-dire que j'ai l'impression aussi que vous avez été face à des savoir-faire qui vont peut-être se perdre parce que il y a pas de repreneur ou des choses comme ça. Non, vous avez été un peu sur le terrain, et qu'est-ce que vous avez constaté, tu vois? En fait, il y a une mouvance un peu commune. Les artisans, ils regrettent, on a la sensation qu'ils regrettent de pas être appelés plus au quotidien pour des travaux du quotidien, tu vois. Et en fait, on a rencontré par exemple un forgeron à Noyers-sur-Serein qui nous disait que lui, maintenant, on regrettait de faire de l'assemblage de portails avec des pièces venues de Chine. Mais parce que économiquement, en fait, sinon c'est pas viable. Vu que le même portail, tu peux te l'acheter sur catalogue, tu vas pas faire appel à un artisan s'il est pas compétitif. Ouais. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui transparaît chez tous les artisans qu'on a vus. C'est le regret de pas être plus impliqué dans la fabrication d'objets du quotidien. Donc ensuite, on a quand même eu la chance de découvrir des artisans qu'on va appeler des artisans d'art. Et en fait, on a la conviction et on n'a pas envie que l'artisanat devienne uniquement de l'artisanat d'art. C'est important que les artisans d'art gardent un savoir-faire ancestral parce que c'est des dorures, c'est de la ciselure, c'est du martelage laiton, c'est la fabrication de dentelles, des choses comme ça, tu vois. Mais tout ça, il faudrait réfléchir à comment le réintégrer aujourd'hui dans les systèmes de production. Plus accessible, en fait. Ouais. Mais il y a des solutions. C'est quoi? C'est adapter un peu des techniques pour réduire. C'est quoi? C'est parce qu'on veut pas réduire la qualité, mais c'est quoi? Ça va être le nombre de fabricants qui va changer, parce que petit à petit. Il faut plus d'artisans, quoi. Bah ouais.
Petit à petit, il y a de moins en moins d'artisans parce que il y a eu quand même beaucoup d'années passées où on a fait la chasse aux métiers manuels au profit des métiers intellectuels ou du secteur de la communication, qui étaient les nouveaux métiers un peu trend, sexy, etc. Sauf que les métiers artisanaux donc ont eu du plomb dans l'aile. Un artisan, tu peux pas lui demander d'aller plus vite. Tu vois, c'est pas une machine. Et même si tu peux trouver des process qui permettent de gagner un peu de temps, mais ça c'est l'expérience, c'est l'échange avec les anciens, c'est ça qui va te faire gagner du temps. Tu vas pas pouvoir être aussi rentable qu'une machine. Mais pour nous, on est convaincus que si plus de gens font, ça favorise le fait qu'on aura des objets qui ont une âme, qui utilisent des matériaux qui sont nobles, des objets qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de garder sur soi, ou quand on les a plus, en tout cas, qu'on a la volonté de transmettre. Parce que des objets qu'on achète qui sont produits par l'industrie, qui ont une durée de vie limitée, je pense qu'on a tous fait l'expérience, hein. On fait pas un cérémonial quand on jette un bric à bic, tu vois. Et du coup, c'est vrai que nous, c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Après, ça demande aussi de changer notre système de production global. C'est des questions qui sont complexes. Ouais, mais en fait, tu vois, ce que tu dis, c'est aussi que finalement, et là, l'exemple du briquet, il est vachement parlant parce que on n'a pas de rapport émotionnel avec un briquet en plastique, alors que, un briquet. Je sais pas moi, j'ai des amis qui ont des hippos ou des choses comme ça, tu sens qu'en fait alors ils le perdent pas, quand ils le prêtent ils le récupèrent, enfin tu sais il y a tout un, et puis t'as ce cérémonial d'en prendre soin, de le réparer, de le recharger, de le recharger. Donc en fait t'as un rapport avec l'objet, tu vois, et c'est ce truc là dont on parle aujourd'hui sur le podcast et que moi je trouve hyper puissant, c'est le rapport qu'en fait le rapport qu'on a aux objets en dit long sur notre rapport au monde en fait, tu vois, et se réintroduire de l'émotion et un lien en fait avec eux. Alors demain oui, parce qu'on les aura achetés auprès d'un artisan, mais tu vois, tu disais que effectivement le temps homme, on peut pas le diminuer parce que voilà, c'est des savoir-faire, etc. Des techniques quand même peut-être peuvent être modifiées avec les connaissances, parce que je crois aussi qu'il y a beaucoup d'innovation dans les ateliers, contrairement à ce qu'on peut penser comme ça. Mais après, tu as aussi le choix des matériaux. Est-ce que demain, en fait, si on se met à utiliser des matériaux qui sont récupérés, qui aujourd'hui vont à la benne, peut-être qu'en fait, ils coûteront un peu moins cher que des matériaux qu'on aurait avant achetés. Et enfin, bon, tu vois, il y a aussi peut-être des choses comme ça qui vont arriver, qui vont nous permettre de rendre l'artisanat un peu plus accessible, quoi. Et nous, on assiste aussi beaucoup sur la réparation. Dans les actions de l'association, on a l'atelier qu'on laisse ouvert sur place publique, où on dit on propose donc de la visserie, de la matière première, nos connaissances en fonction de ce qu'on peut échanger. Du prêt d'outillage. Du prêt d'outillage pour justement pouvoir apprendre à réparer, donner l'envie de réparer ces objets et dans la mesure du possible, pouvoir nous donner nos conseils en fonction des techniques dont on s'est formé et qu'on a appris sur le terrain aussi. En fait, ce qui est vachement bien avec moi je trouve avec votre association et ce que vous faites, c'est que vous allez aussi dans des territoires ruraux qui sont éloignés un petit peu aussi de lieux de Fab Lab, en tout cas d'ateliers partagés, etc. Pour pas non plus qu'il y ait là aussi un écart entre ceux qui ont accès à certaines choses et ceux qui en ont moins accès, quoi. Donc c'est faire sens dans des lieux aussi éloignés de cette prise parfois de conscience, quoi. Nous, on aime aller voir les gens qui viennent pas nous voir, et mine de rien, dans les villes, et on l'a expérimenté parce qu'on était tous les deux parisiens, on parle entre soi, tu vois, il y a pas de problème. On est d'accord sur le mode opératoire, sur les choses à changer, sur on va consommer d'une certaine manière. Là où c'est challengeant en fait, c'est quand tu vas voir des gens qui pensent pas comme toi, qui ont pas le même, qui ont pas la même conviction, qui ont pas la même envie, qui ont pas les mêmes besoins, qui
en fait expérimentent déjà un mode de vie résilient depuis des années et des années et qui toi te regarde arriver comme un uluberlu quoi. Donc en fait nous quand on arrive avec notre hypercafé itinérant, l'atelier qu'on ouvre, il y a une dimension un peu de spectacle, le camion on appelle ça le coefficient sympathie, tu vois, ça intrigue, les gens viennent voir et ils se disent ah mais ouais mais c'est vrai qu'avant on faisait réaffûter les ciseaux, ah bah attendez je vous montre j'ai une machine à pédale, pof on sort les meules, on affûte les ciseaux, on affûte les outils et en fait d'un seul coup ça crée du lien, on apprend des techniques, on nous raconte des histoires et nous c'est ça qu'on aime vachement. Le milieu rural après on navigue beaucoup en milieu rural aussi parce qu'avec le camion c'est compliqué d'atteindre les villes et souvent il y a des possibilités pour nous, tu vois, des animations en école, en foyer qui sont assez intéressantes. Ouais, et puis en fait, je pense que ça permet aussi, donc tu parles de lien, et j'avais reçu dans un précédent épisode le fondateur de l'atelier Emmaüs, et il nous parlait aussi de à quel point tu vas faire, ça redonne confiance à des gens qui voilà en ont besoin si tu veux d'une manière ou d'une autre et ça je trouve que c'est une autre dimension de votre travail et de tout ce que vous faites mais qui est tout aussi importante parce que à travers un message bien précis, il y a aussi un truc humain qui est fort et qui est un peu perdu, je pense en tout cas il n'y a pas trop l'opportunité dans ces lieux-là de rencontrer ça en fait. C'est vrai que la transmission on la place à une place de choix dans les actions de l'association parce qu'on est convaincu du bienfait que ça fait de se réapproprier ces moyens de fabriquer. Et on a donné pas mal d'ateliers avec notamment des jeunes par exemple en difficulté ou un peu éloignés de l'emploi, tu vois, qui ont décroché au niveau scolaire, à qui on a rabâché toute leur scolarité que c'était des gros nuls, tu vois. Et en fait tu te rends compte que non t'es pas un gros nul, tu sais pas planter un clou, c'est pas grave, je vais te montrer, tu vois. Et en fait une fois que tu l'as intégré, tu le montres aux copains, t'es pas capable de fabriquer un meuble, et on va le faire ensemble et le lendemain c'est eux qui montrent et en fait tu sens tu sens la transformation et l'estime de soi qui change instantanément. Et des gamins qui se redirigent vers des métiers de l'artisanat ou des métiers un peu plus manuels, tu te dis ouais en fait en effet on a un dispositif qui est innovant, qui est pas forcément innovant dans le sens innovation tech qu'on peut entendre, mais qui est innovant socialement, qui permet en fait de faire, comme on le disait tout à l'heure, une preuve de concept, tu vois, et de montrer que ça marche, on peut tirer un business de ça, on peut, tu vois, et c'est ça aussi qui rassure et c'est ça qui donne envie aux gens de changer. C'est de montrer que tu vas pas forcément avoir une perte de confort, que tu peux faire autrement. Donc en fait, nous, c'est ce rapport au monde qu'on aime changer, et c'est ça qui nous intéresse. Et pour nous, vivre en camion, on n'a pas, par rapport à un appartement parisien, on n'a en rien l'impression d'avoir perdu en confort. On a même l'impression d'avoir eu un gain. Peut-être pas le confort comme on l'entend, d'avoir de l'électricité en illimité ou d'avoir un grand espace. Encore que le grand espace, on l'a autour de nous et c'est souvent ça qui est aussi magique. Mais on a quelque chose où on est peut-être plus proche de nos valeurs, on a plus conscience de ce qui nous entoure et la découverte en fait des gens qu'on rencontre, des techniques, de ce qu'on nous partage est tellement importante par rapport à une vie finalement qu'on avait avant en appartement qu'on a l'impression d'avoir tout gagné. Donc en fait aujourd'hui vous diriez que le beau est encore plus présent dans votre vie qu'avant quoi. Ah, largement, c'est pas forcément le beau qu'on imagine dans une galerie, mais c'est vrai que pour nous les rencontres et les découvertes sont beaucoup plus importantes depuis notre vie itinérante et nourrissent notre réflexion. Et même, tu vois, le beau c'est aussi de se réveiller dans la nature, d'assister à un lever de soleil, d'entendre les oiseaux qui chantent, c'est ça aussi le beau, et ça conduit une pratique et ça te donne envie de continuer parce que t'es dans un environnement qui est vraiment agréable, et ça donne foi en l'humanité parce que tu rencontres des gens qui sont sympas, qui sont ouverts, tu vois, enfin c'est un autre mode opératoire. C'est t'es loin de l'individualisme de la ville, tu prends confiance un peu en l'être humain parce que tu te dis ah ouais, en fait on est encore capable de faire collectif,
Donc pour nous, ouais, le beau est central parce qu'on le vit au quotidien. On prend plus le temps et on a les temps on va dire, d'expérimentation, de recherche, qu'on n'entend peut-être pas comme un travail en tant que tel, mais qui sont pour nous quand même du travail, et les temps après d'intervention, de transmission vers du public, et on se rend d'un lieu vers un autre pour partager ce qu'on aura nous aussi découvert. Et alors du coup, parce que donc vous êtes quand même tous les deux designers, si vous deviez un peu nous dire aujourd'hui, avec tout ce que vous portez, etc., qu'est-ce que c'est un bel objet pour vous? Qu'est-ce que ce serait la définition d'un bel objet? Bah, tu vois, avec tout ce qu'on s'est dit quand même avant, je crois que c'est assez clair pour nous. Un bel objet, c'est défini par l'attachement qu'on a à cet objet. Le beau, il va avec l'âme, et c'est des objets qui sont soit fabriqués de manière raisonnée, raisonnable, ou même manufacturés, ou alors des objets qu'on a fait soi-même. Je pense que le beau, on le trouve dans l'utilité et l'attachement qu'on a à l'objet. Alors, on arrive aux petites questions de fin. Est-ce que là, après tous les endroits que vous avez visités, etc., il y en a un en particulier que vous nous recommanderiez d'aller découvrir à l'occasion de, je sais pas, d'un week-end ou d'un petit, un lieu qui vous a un peu marqué? Moi, j'en ai un en tête, c'était en Espagne, quand on a découvert et qu'on a débarqué au milieu du désert du Tabernas, qui est un désert dans le sud de l'Espagne, en dessous de la Sierra Nevada, et qui a notamment été un endroit où les westerns... Spaghetti. Les westerns ont été tournés. Et c'est vrai qu'en arrivant dans cette étendue de paysages qui était assez grandiose, c'est quelque chose qui me sera resté en tête assez longtemps, je pense. Et un peu moins loin, mais parce que moi je suis un peu un ayatollah du Massif Central, les plateaux du Cantal, aller se perdre dans le Cézallier, c'est des moments qui sont incroyables parce que y a un rapport ciel-terre qui change complètement. On se retrouve dans des espaces qui sont loin des espaces étriqués qu'on peut connaître. On a de l'herbe à perte de vue, on voit une ondulation, et c'est propice à l'observation, c'est propice à la méditation, à la contemplation. C'est des beaux endroits. Donc allez vous perdre dans le Cantal sur la route du Tabernas. Et est-ce que vous auriez un message aux jeunes designers qui sortent de l'école à faire passer, peut-être? Rester ouvert à ce qui nous entoure, et surtout prendre plus de témoignages, ou aller voir un peu ce qui est nécessaire au niveau de l'habitant, au niveau au niveau d'une famille, et se rendre compte plus des besoins au lieu d'en créer. Ouais, un conseil qu'on peut donner et qu'on donne assez souvent quand on rencontre, ça paraît un peu bateau, mais tout est possible. Et tu vois, c'est pas parce que on a été formé à l'industrie, au textile, à l'intérieur, qu'on n'a pas le droit de changer de modèle. Et aujourd'hui, plus qu'avant, je pense qu'on a besoin en fait de jeunes qui ont envie de repenser le système et qui s'y essayent. Et des initiatives comme celles que nous on peut porter, il y en a beaucoup. Il y en a plein. Et en fait, c'est ça qui fait du bien, c'est de voir qu'on n'est pas tout seul. On a souvent des jeunes au téléphone. Ça résonne, qui nous demandent des conseils, qui nous disent qu'ils veulent travailler aussi dans ce sens-là. Et on prend toujours le temps de répondre, même si parfois, tu vois, c'est un peu contraignant, ou que bah voilà, t'avais autre chose à faire, mais prendre 1 heure de ton temps pour rassurer un jeune pro sur la pratique qu'il a envie d'impulser, sur la manière dont il a envie de travailler le design. C'est des choses qui nous semblent essentielles parce que le fait de rassurer, ça va permettre une mise à l'action, et on sait que plus on sera nombreux à travailler dans cette voie-là, et plus le message il sera entendu fort, et voilà. Et est-ce qu'il y a une personne à laquelle vous aimeriez passer le relais dans ce podcast? Quelqu'un qui pourrait venir aussi témoigner d'un engagement je pense que... Enfin, on pense, parce qu'on y a réfléchi ensemble. Valentin Martineau et Alix Levesque, c'est des très bons amis. Valentin, il faisait partie de l'aventure POC, dans la même équipe autour de la cuisine, et c'était mon binôme de travail à Paris. C'est avec lui
qu'on a entrepris justement toute cette idée de changement, de travail autour de l'autonomie, de l'autonomisation des personnes. On a donné beaucoup d'ateliers ensemble, dessiné des programmes. Et aujourd'hui, ils sont, quand nous on a décidé de prendre la route, eux ils ont pris un virage différent. Ils se sont installés dans les Deux-Sèvres. Ils ont monté un atelier qui s'appelle ADN Factory. C'est à la croisée de l'artisanat, du design et du numérique. Et aujourd'hui, en fait, via un tiers-lieu, ils accompagnent la collectivité et les artisans de la région, justement sur ces enjeux de transition, de communication, de comment être plus visible. C'est des acteurs, je pense que c'est des acteurs du beau au niveau local et qui ça pourrait être intéressant, ça pourrait être très intéressant dans le podcast de les entendre. Ouais, carrément. Super. Merci beaucoup à tous les deux pour ce beau témoignage. Merci beaucoup. De rien. Avec plaisir.